Bien. Salut les amis. Bonjour chers collègues, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Les amis, nous allons continuer nos séries de formations sur le même programme Pack complet bâtiment R+10. Un projet que nous sommes en train de travailler ensemble avec vous pour aider notre communauté de bien maîtriser les dimensionnements à la main. Déjà, c'est depuis hier qu'on avait fini le premier chapitre. C'était exactement sur la dalle. Alors aujourd'hui, nous allons débuter un nouveau chapitre, donc ça sera le chapitre 2. C'est un chapitre aussi très important, les amis. Donc, j'aimerais tout simplement vous demander d'être concentré, de noter s'il faut noter comme d'habitude. Mais aussi, si vous avez des questions, écrivez-moi. Comme ça, au moment opportun, je vais intervenir, répondre à toutes vos préoccupations. À l'entrée du jeu, j'allais déjà vous signaler, mes très chers amis. Donc, ma voix n'est pas du tout audible, donc je suis complètement grippé. Donc, j'ai vraiment un sérieux problème de voix pour le moment. Alors, comme la science m'oblige de partager ma connaissance, alors je me suis dit, compte tenu aussi des programmes déjà établis, alors je ne pouvais pas laisser cette journée inaperçue, passer inaperçue sans pourtant travailler ensemble avec vous, vu qu'on aura plein de trucs à voir. Donc, je me suis dit, c'est quand même important de faire cette formation pour vous aider de bien assimiler aussi le chapitre 2. Alors, je pense que vous avez quand même la possibilité de m'écouter très bien. Bien sûr que la voix n'est pas du tout audible comme d'habitude, mais je vais faire vraiment de mon mieux que vous puissiez quand même comprendre tout ce que je suis en train de dire. Donc, les amis, les chapitres que nous allons voir aujourd'hui, donc c'est le chapitre 2, intitulé tout simplement étude de poutre longitudinale. Ok, donc étude de poutre longitudinale. Déjà, c'est qu'il faut comprendre pourquoi j'ai commencé d'abord à étudier le poutre longitudinal au lieu de prendre par exemple le poutre transversal. Notamment puisque vous le savez très bien, dans le dimensionnement, il y a plusieurs manières ou plusieurs méthodes qu'on peut suivre pour calculer un bâtiment. Alors la méthode que nous allons suivre ici, donc les poutres seront séparés, c'est-à-dire que je n'ai pas dissocié le poutre principal ainsi que le poutre longitudinal ou transversal. Pourquoi? Puisque le poutre transversal sera donc calculé différemment. Nous allons donc appliquer la méthode des portiques qui pourra justement nous aider et d'avoir aussi rapidement les éléments de réduction à ce qui concerne les poutres transversales. Raison pour laquelle je me suis dit donc c'est important de commencer d'abord avec l'étude des poutres longitudinales, comme ça les poutres transversales, on verra ça plus tard. Et donc, c'est ça, ce que nous allons voir tout à l'heure, les amis. Je pense que ce que je viens de dire est tellement clair, on peut directement passer à ce qui nous concerne. Bienvenue sur la chaîne Jinkunga Tutoriel et grandissons ensemble. Les amis, je le dis déjà au début de mon introduction. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le chapitre 2. Nous allons voir donc le titre de poutre longitudinale. Alors, avant d'entamer cette formation, j'aimerais que nous puissions encore une fois de plus jeter un coup d'œil sur le plan, notamment le projet. Donc, le bâtiment en question est là. C'est ces bâtiments que nous sommes en train de calculer ou de dimensionner. Donc, déjà, à ce stade, nous avons donc terminé déjà la partie de la dalle. Nous avons dimensionné la dalle complètement, jusqu'à tel point que nous avions obtenu déjà le plan d'armature. Et aujourd'hui, maintenant, nous allons voir le chapitre 2, justement, comme je l'ai dit. Nous allons faire l'étude des poutres longitudinales. Alors, si par contre que vous voulez avoir également une idée à ce qui concerne le plan, ok, donc le plan côté,
regardez par exemple ici, vous avez dans la vie en plan étage, plan type. Pourquoi c'est intitulé plan type? Puisque je l'avais déjà dit au début de cette formation, puisque en fait c'est le même nombre d'appartements que nous avons depuis le rez-de-chaussée jusqu'au dernier niveau en fait, puisque c'est un bâtiment R plus 10, et donc ça fait 11 niveaux jusqu'au-dessus. C'est le même type d'appartement, la même configuration aussi. Ok, donc c'est un peu ça. Seulement, au niveau du rez-de-chaussée, vous n'avez pas de balcons. Donc après les rez-de-chaussée, tous les niveaux restants, il y a des balcons par-ci, par-là. Ok, donc nous avons 4 balcons en général. Ça, c'est justement le plan étage, le plan type étage. Mais tandis que si je viens ici, je prends par exemple le premier plan. Ok, là, vous avez donc la vie en plan rez-de-chaussée. Comme je l'avais dit, au niveau du rez-de-chaussée, nous n'avons pas justement de balcon, comme vous le savez, donc c'est vraiment le premier niveau. Mais hormis les rez-de-chaussée, tout ce qui reste au-dessus là, donc nous avons en fait du balcon partout. Alors, maintenant, nous allons essayer un peu de lire la définition de ce que nous allons faire pour que ça soit beaucoup plus clair. C'est vrai que nous parlons de deuxième chapitre intitulé Étude des poutres longitudinales. Mais qu'à cela détienne, nous sommes obligés de bien comprendre d'abord son fonctionnement. Alors, par définition, ce qu'il faut comprendre, une poutre est un élément de structure dont l'une des dimensions, la longueur, est plus importante que les deux autres dimensions, c'est-à-dire la base et la hauteur. Là, c'est beaucoup plus simple. Ok, donc c'est d'une manière un peu simplifiée, une définition bref. Donc, une poutre est un élément de structure dont l'une des dimensions, la longueur, est plus importante que les deux autres, c'est-à-dire la base et la hauteur. Alors, lorsque les poutres supportent une plancher, disons comment, qu'est-ce que je dis, lorsque les poutres supportent un plancher constitué d'une dalle en béton armé, les règlements autorisent de considérer qu'une certaine largeur d'un ourdi, ok, ou d'ourdi, c'est-à-dire dalle, fasse partie justement intégrante des poutres. C'est-à-dire quoi? Pendant que vous allez calculer la poutre, ok, comme le cas de nos poutres longitudinales, lorsque les poutres supportent un plancher constitué justement d'une dalle en béton armé, les règlements autorisent de considérer qu'une certaine largeur, ok, dit ourdi, c'est-à-dire dalle fasse partie intégrante justement des poutres. Et la section droite de la poutre, alors, la forme d'un T, ok, ce qui a l'avantage justement de faire une économie, ok, au niveau des aciers longitudinaux. En supprimant bien sûr, dans la plupart des cas, les aciers comprimés. Alors, pour notre cas ici, pour notre structure, nous avons des poutres situées justement à des positions intermédiaires et extrêmes, dans le sens transversal et longitudinal. Mais dans ce chapitre, nous allons donc calculer seulement les poutres longitudinales défavorables, c'est-à-dire supposant ou supposé justement le plus chargé. Donc c'est comme j'avais dit au début. Je ne pourrais pas dire que nous aurons seulement des poutres longitudinales. Non. Mais seulement il faut comprendre que c'est par rapport à la structure. Pour notre structure ici, donc nous avons des poutres situées, comme je l'ai dit, à des positions intermédiaires et extrêmes. Ok? Bien sûr, dans les deux sens. Dans le sens transversal et aussi dans le sens longitudinal. Mais, dans ce chapitre, les chapitres précis, le chapitre 2, ok? À ce qui nous concerne ici, nous allons donc calculer seulement les poutres longitudinales défavorables. C'est-à-dire supposées le plus chargé. Ok? Alors, calculer ce type de poutres revient à déterminer justement les éléments de réduction. Ok, donc nous allons déterminer premièrement ce qu'on appelle les moments fléchissants. Nous allons déterminer aussi les efforts tranchants. Ok, et maintenant les armatures tant longitudinales que transversales à y mettre aussi. Alors là, c'était justement pour essayer un peu d'expliquer clairement la définition. Alors maintenant, nous allons voir la méthode. C'est très important d'abord de bien maîtriser tout ça avant de passer dans les calculs. Le point 2.2, la méthode.
Alors, parmi les différentes méthodes de calcul des poutres hyperstatiques, notre choix porte sur la méthode justement qu'on appelle la méthode de Clapeyron, notamment la méthode des 3 moments. Parce que c'est beaucoup plus simple. OK? Déjà, ce qu'il faut savoir ici, je ne dirais pas que dans le calcul des poutres longitudinales, nous avons qu'une seule méthode. Non, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types de méthodes qu'on peut utiliser. C'est comme dans le cas de la dalle, la manière dont on avait calculé la dalle. Je vous avais dit qu'on a plusieurs méthodes. OK? On avait plusieurs méthodes, mais pour essayer un peu de simplifier les calculs, pour éviter d'avoir plusieurs éléments, alors je m'étais dit c'est beaucoup plus important d'utiliser la méthode justement d'Abac de Marcus. La méthode de Marcus, donc ce sont tout simplement une méthode beaucoup plus simple à utiliser. OK, dans le cas des calculs de la dalle, puisque là, vous êtes obligé seulement, premièrement, comme je l'avais dit depuis hier, de calculer d'abord l'alpha, vous calculez aussi les rho. À travers les rho, vous irez directement dans les abacs pour avoir les coefficients. OK, les coefficients, bien sûr, des moments suivant moment entravé, tout comme moment aux appuis, suivant les deux directions, le x et le y. Alors, aussi longtemps que vous aurez, OK, dans les différents coefficients de moments, et vous venez directement calculer les moments entravés, suivant les deux directions, ainsi que les moments aux appuis aussi, suivant les deux directions. Donc, c'est pas compliqué. OK, donc, ce qu'il faut comprendre dans les calculs des structures, surtout lorsque vous calculez la structure à la main, les amis, l'idéal serait de bien maîtriser d'abord le méthode de calcul. L'ingénieur, c'est celui qui fait face à plusieurs aléas, mais l'idéal serait beaucoup plus de bien calculer la structure. C'est-à-dire quoi? Ça ne vaut pas la peine à un ingénieur d'aller chercher des méthodes beaucoup plus compliquées, la méthode qu'il ne maîtrise pas, puisqu'il y en a plusieurs. Même dans Robot Structural Analysis, pour calculer un ouvrage en bâtiment, que ce soit digue, bâtiment en termes de, je peux dire comment, un bâtiment d'habitation, que ce soit un pont et tout ce que vous voulez, l'idéal serait d'abord de maîtriser la méthode, puisque Robot travaille avec plusieurs normes, mais aussi il y a plusieurs méthodes. Même la modélisation aussi, il y a possibilité de faire des modélisations, en fait d'une manière un peu qui varie. OK? Une autre personne peut travailler sur les modèles, peut-être il peut utiliser les modèles comme Modilcoq. OK? Une autre s'est dit, bon, moi, Modilcoq me complique beaucoup, je vais travailler avec l'onglet, donc par exemple, l'onglet module des bâtiments. Donc, c'est un peu ça. OK? Donc, je reprends le point 2 de la méthode. Parmi les différentes méthodes de calcul de poutres hyperstatiques, notre choix porte sur la méthode de 3 moments, communément appelée la méthode de Clapeyron. Là, vous avez l'illustration d'une poutre hyperstatique. OK, donc c'est une poutre reposant sur 5 appuis. OK, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 appuis et 4 travers. OK. Alors, ce qu'il faut comprendre par cette méthode de Clapeyron, on l'appelle justement méthode de 3 moments, puisque l'on considère 3 appuis à la fois pour former justement les équations. OK? Alors, c'est-à-dire quoi? C'est vrai, par exemple ici, vous voyez que j'ai une poutre hyperstatique reposant sur 5 appuis. La méthode de Clapeyron me dit ceci. À chaque fois que je vais calculer, je suis obligé de former justement dans un système d'équations avec les 3 appuis. OK? Les 3 appuis, je dois former un système d'équations. C'est-à-dire quoi? Si par contre que je vais calculer, par exemple, je vais utiliser ou appliquer cette méthode de Clapeyron, c'est vrai qu'ici j'ai 5 appuis, mais je serai obligé de travailler d'abord avec l'appui A, l'appui B, ainsi que l'appui C. Je travaille d'abord avec les 3 premiers appuis, et dès que je termine, je prendrai maintenant l'appui B, l'appui C et l'appui D. Dès que je finis, je prends également l'appui C, l'appui 2 et l'appui A, l'appui E. Vous voyez? Donc, c'est ça en fait la méthode de Clapeyron. C'est une méthode, je dirais, une méthode ancienne qui me permet justement de pouvoir travailler avec 3 appuis. OK? Raison pour laquelle ici, je bien écrit ici. Donc, on appelle méthode de 3 moments, puisque l'on considère 3 appuis à la fois pour former les équations. Ainsi, on aura donc autant d'équations qu'il y a donc d'appuis intermédiaires. Ceci donne un système d'équations dont les inconnus sont des moments sur appui intermédiaire. OK? Alors, utilisons sa formule de base. La formule de base de Clapeyron est là. C'est ça dans la formule de base. OK? Sa formule de base, c'est quoi?
C'est-à-dire, vous aurez donc le L, ok? Vous aurez le L, voilà, donc vous aurez le L, ok, AB, c'est-à-dire le L, AB, c'est-à-dire quoi? C'est la longueur AB ici, cette portée AB, ok, qui sera donc multiplié par le moment au point A, c'est-à-dire le MA, le moment au point A ici, bien sûr qui sera donc nil, puisque le moment au point A sera nil et 0, le moment au point E aussi sera nil, ok. Donc la portée LAB multipliée par le moment au point A, plus 2 multiplié par le moment au point B, ok, le moment au point B ici, moment négatif ici, multiplié par la longueur, la portée LAB, donc cette portée LAB, plus la portée LBC, donc la portée LBC, donc ça fait déjà 3 appuis, 1, 2, 3, ok, plus le moment au point C, le moment au point C ici, multiplié par LBC, donc multiplié par L, la portée BC. Donc c'est vraiment simple. Doit être égal à moins 6, multiplié par la surface S1, multiplié par sig 1 sur la longueur AB, plus la surface S2, la surface 2 ici, multiplié par sig 2 sur LBC. OK? Alors, pour les cas de charges uniformément réparties, voici ce qu'il faut faire. Pour les cas de charges uniformément réparties, et donc on aura le LAB multiplié par le moment au point A, plus le 2MB, c'est-à-dire moment au point B, multiplié par le LAB plus LBC, plus MC multiplié par LBC. Alors cette fois-ci, maintenant, ça sera égal à 1 sur 4, multiplié par PL KIB. PL, c'est-à-dire PLAB au KIB, multiplié par PLBC au KIB. Ok, ça c'est dans les cas, donc d'une charge uniformément répartie. Alors, voyons rapidement maintenant les cas d'encastrement. Dans les cas d'encastrement, regardez en fait la configuration. Vous avez par exemple un encastrement parfait ici à gauche. De l'autre côté, vous avez le point B, le point C et le point E. Ok, donc s'il faut appliquer en fait la méthode de Clapeyron, les principes restent le même. Donc rien ne change là-dessus. Ok, voilà, donc on peut évoluer maintenant. Alors, étant donné que nous venons de voir déjà la définition, mais aussi la méthode de Clapeyron, alors regardez maintenant. On remplace donc l'encastrement justement par une travée, ok, fictive de L0 égale à 0. Ok, pour les cas d'encastrement. C'est comme les cas que je viens de vous montrer ici. Pour les cas d'encastrement ici, et donc la méthode nous dit que nous sommes obligés de remplacer l'encastrement par une travée fictive de L0 égale à 0. Ok, donc c'est les cas que vous voyez ici. Étant donné que au point A, nous avons un encastrement, alors la méthode nous dit que nous sommes obligés de remplacer cet encastrement par donc une travée fictive. Donc c'est les travées que moi j'ai créées ici. La longueur L0, ok, donc ça sera maintenant l'appui, ça sera l'appui 0. Alors dans ce cas, si je vais calculer maintenant comment je vais calculer, donc c'est-à-dire que j'aurai cette fois-ci le L0, c'est-à-dire la portée ici, L0, sera multiplié par M0, ok, donc au point 0 ici, plus 2 multiplié par le moment au point A, multiplié par le L0, plus le LAB, plus le M moment au point B, multiplié par LAB. Sera justement égal, ok, comme c'est un encastrement, sera égal à moins 1 sur 4, multiplié par PL0 au KIB, plus PLAB au KIB. Ok? Alors, cela stipule que j'aurai en réalité ici, ça va faire combien ici? Donc, ça va faire le moment, donc j'aurai maintenant le 2MA, c'est-à-dire le 2 multiplié par le moment au point A, multiplié par la longueur LAB. Ok? Sera additionné par le moment au point B, multiplié par LAB, qui sera égal à moins 1 sur 4, multiplié par PLAB au KIB. Ok? Et donc, la résolution du système d'équations donne justement le valeur des moments sur les appuis intermédiaires. Avec les moments aux appuis, on calculera donc le moment entravé et les efforts tranchants. Donc, c'est ça en fait, justement, le principe de cette méthode de Clapeyron. C'est vraiment simple, la méthode des 3 moments. Alors, à ce qui nous concerne maintenant, étant donné que nous avons déjà
une idée claire sur la méthode que nous allons utiliser ici. Maintenant, nous allons prédimensionner donc notre poutre. Ok? Nous allons prédimensionner maintenant la poutre. Comment est-ce qu'on peut faire pour prédimensionner une poutre longitudinale? Alors, la référence, toujours, c'est sur le plan. Je vous avais déjà dit, avant de calculer la dalle, ok, mais aussi avant de calculer la poutre, l'idéal serait de tracer ce qu'on appelle le plan de poutraison. De tracer le plan de poutraison, puisque c'est à travers ce plan de poutraison que vous aurez aussi la possibilité de retracer dessus ce qu'on appelle le mécanisme des ruptures, puisque ça peut être plusieurs mécanismes. Le mécanisme des ruptures, qui pourra vous donner une idée claire des comportements de chaque poutre longitudinale. Comme ça, vous allez donc le calculer en fonction, bien sûr, de figures géométriques. Donc, là, je viens à partir d'ici. D'abord, le prédimensionnement. Alors, au stade du prédimensionnement, nous pouvons justement choisir la hauteur de la poutre en fonction justement de sa portée. Pour notre cas ici, on avait déjà dit ça au début. La grande portée pour notre cas, c'était justement de 5 mètres. Regardez ici la grande portée de 5 mètres. Il n'y a pas de poutre supérieure à 5 mètres ici dans ce projet. Ok, là je suis au niveau de plan d'armature de la dalle, bien sûr terrasse, même si je prends l'autre plan d'armature par exemple de la dalle d'habitation. Ok, vous allez voir que la portée, ça fait toujours combien? Toujours 5 mètres. Ok, ça fait toujours 5 mètres. Et donc, étant donné que la grande portée est connue ici, eh bien, là maintenant je suis obligé de prédimensionner rapidement. Et donc, qu'est-ce que je fais? La formule de prédimensionnement de la poutre, bien sûr, le cas précis, poutre longitudinale, sera tout simplement le L sur 15, ok, doit être inférieur ou égal à H, c'est-à-dire la hauteur, inférieur ou égal à L sur 10. Ok? Donc, c'est ça la formule. Alors, je peux d'abord prendre rapidement ma calculatrice pour que nous puissions parler le même langage, ou carrément, je pourrais utiliser comme d'habitude ma calculatrice scientifique que j'ai en main ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais remplacer directement le L par sa valeur. Étant donné que la grande portée, ok, pour notre projet est de 5 mètres, donc j'aurai le 500, puisque là, je suis en train de travailler en centimètres. Ok, donc 5 mètres égale à 500 cm. Donc j'aurai les 500 cm sur 15 doit être inférieur ou égal à H, inférieur ou égal à 500 sur 10. Ok? Alors déjà ici, si je prends par exemple les 500, je divise 500 par 15, ça me donne une valeur de 33,33. C'est la valeur que vous voyez ici. Alors si je prends également les 500 ici, je le divise maintenant par 10, là j'aurai une valeur de 50. Et donc c'est pour dire quoi? La hauteur que je suis obligé d'obtenir ici varie entre les 33,33 cm et 50 cm. Alors étant donné que je suis obligé d'être dans cette fourchette, donc je prends où on adopte justement la hauteur H égale à 40 cm. C'est très simple. Donc là je viens de prédimensionner déjà la hauteur de la dalle. Alors la deuxième des choses à faire c'est quoi maintenant? Maintenant on peut également calculer ce qu'on appelle la largeur. Ok? On peut calculer la largeur. C'est-à-dire la largeur peut être déduite justement de sa hauteur. Ok? La largeur peut être déduite directement de sa hauteur. Donc, c'est-à-dire quoi? La largeur, c'est-à-dire que c'est la base, c'est-à-dire le B0, la base de la poutre. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je peux calculer ça en utilisant cette formule, c'est-à-dire le H sur 5 doit être inférieur ou égal à B0, inférieur ou égal, ok, à H sur 2. Ou carrément, d'autres personnes prennent directement le HT, ok, dans la hauteur totale de la poutre prédimensionnée sur 2. Ok, pour notre cas ici, d'autant plus que la hauteur HT, hauteur totale de la poutre, nous avons trouvé une valeur de 40 cm. Je peux prendre les 40, je divise directement par 2. Donc j'aurai maintenant une base de 20 cm. Ok, ou bien je peux utiliser cette formule dont le H sur 5 doit être inférieur ou égal à B0, inférieur ou égal à H sur 2. Ok, on y va d'abord avec cette formule. Donc j'aurai quoi maintenant ici? J'aurai dans les 40 que je vais diviser cette fois-ci par 5. Je trouve une valeur de 8. OK? Et après, maintenant, je vais prendre aussi dans les H de l'autre côté, les 40, que je vais diviser maintenant par 2. OK? Je trouve une valeur de 20. Alors, étant donné que
la base B0 trouvée se retrouve dans cette fourchette de 8 cm à 20 cm. OK? Donc, on nous dit que le B0 doit être soit inférieur ou égal à 20. Donc, moi, je prends maintenant la base. Je peux prendre base égale soit à 20, la limite, ou bien je prends la base égale à 15. Alors, pour notre cas ici, nous adoptons la base de poutre à 15 cm pour des raisons, des contraintes architecturales. OK, donc je prends le B0 égale à 15. La hauteur totale HT égale à 20 cm. La base égale à 15 cm, puisqu'il faut veiller aussi à l'économie, hein, puisque vous pouvez prendre même la base de 20, mais je me dis d'autant plus que même dans la construction, je compte utiliser des blocs de 15. Alors l'idéal serait pour moi d'être beaucoup plus économique, donc je prends une base de 15 cm. OK? Donc vous n'êtes pas obligé de prendre toujours la moitié. Donc il faut respecter en fait la procédure comme je viens de le faire tout à l'heure. Alors, là c'est bon. Maintenant les amis, à ce stade, nous avons déjà donc prédimensionné la poutre. Nous savons très bien la hauteur totale. Nous savons également la base de la poutre. Tout est tellement clair et sympa. Maintenant, on peut passer à ce qu'on appelle l'évaluation des charges et surcharges. L'évaluation des charges et surcharges. OK? C'est pas compliqué, c'est vraiment simple. Alors, comment maintenant l'ingénieur peut évaluer le charge et le surcharge de poutres longitudinales? Alors, ce qu'il faut savoir, pour nous permettre de bien faire les calculs, nous établirons ou nous établissons ce qu'on appelle le mécanisme des ruptures. Le mécanisme des ruptures ci-après. Alors, je pense que lorsqu'on avait travaillé le premier projet, le pas complet bâtiment R+5, c'était toujours un bâtiment d'habitation. Je vous avais dit que pourquoi l'ingénieur est censé de retracer le plan de mécanisme des ruptures. OK? Le mécanisme des ruptures est très, très, très important. Le mécanisme des ruptures est fonction justement du plan de poutraison. C'est-à-dire quoi? Il faut savoir que dans le dimensionnement, il y a des plans qu'un ingénieur est censé de tracer a priori, avant même d'entamer les dimensionnements. Dès que vous recevez le plan architectural, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez avoir comme plan, le viant-plan, les coupes et tout ce qui va avec, les perspectives auprès d'un architecte, l'ingénieur maintenant, à son tour, il est obligé de refaire d'autres plans. Alors, pour que ça soit beaucoup plus simple, vous avez la possibilité soit de retracer ces plans directement sur AutoCAD ou carrément d'abord vous retracer à la main et après vous allez donc le retracer encore une fois de plus sur AutoCAD pour que ça soit précis. OK? Pendant que vous allez les retracer sur AutoCAD, il faudrait que ça soit coté directement. Il faudrait que ça soit coté directement. Puisque là, vous allez retracer d'abord les deux plans majeurs. Le premier plan, vous allez retracer ce qu'on appelle justement le plan des poutraisons. OK? Pour essayer un peu d'avoir une idée claire comment est-ce que les poutres vont passer. Puisque le plan des poutraisons n'est pas égal. OK? N'est pas égal à la vie en plan. Le plan des poutraisons n'est pas égal à la vie en plan. Pourquoi je l'ai dit? Puisque dans la vie en plan, il y a des zones où peut-être l'architecte n'a pas prévu des poutres. Puisque l'architecte prévoit seulement des murs ainsi que peut-être la manière dont il pense que les colonnes peuvent être placées. OK? Mais sans pourtant tenir également compte d'autres paramètres que l'ingénieur maîtrise. OK? Vous allez remarquer que généralement, lorsque vous recevez le plan sectoral, il y a d'autres architectes qui ne savent pas que quand vous avez un bâtiment rectangulaire, il ne faudrait pas disposer toutes les colonnes suivant par exemple la petite portée, c'est-à-dire la base, ou bien la grande, je peux dire comment, la grande portée ne peut pas se suivre. OK? C'est comme si que vous disposez les colonnes dans le même alignement que le sens du bâtiment. Puisque là, l'inertie du bâtiment ne sera pas renforcée. Il y a risque que vous puissiez avoir des flèches max. Vous voyez? Mais un ingénieur qui maîtrise bien le calcul des structures saura que ici, je suis obligé soit de changer en fait la disposition constructive de mes colonnes pour renforcer tant soit peu et donc la rigidité du bâtiment. Voilà. Donc, raison pour laquelle j'ai dit que un ingénieur travaille toujours avec un architecte. Vraiment pour faciliter la franche collaboration. Alors, OK, je ne serai pas beaucoup traîné là-dessus. Donc là, vous avez le plan de le mécanisme des ruptures. Alors, le mécanisme des ruptures, c'est quoi en fait? C'est un plan très important. Le deuxième plan qu'un ingénieur est censé tracer après le plan de poutraison. Vous allez tracer également le mécanisme des ruptures. Ça vous permet justement de pouvoir avoir une idée claire, OK, de figures géométriques, de
disons comment, des figures géométriques de vos poutres, fonction bien sûr des panneaux. Par exemple ici, dans ce mécanisme de rupture ici, vous voyez très bien avec moi que parmi les éléments que j'ai ici, ok, et donc vous avez déjà donc nos cotations. Alors, dans ce mécanisme de rupture, vous avez les poutres, ok, vous avez les poutres. Étant donné que je suis en train d'évaluer d'abord les poutres longitudinales, voici donc le nombre des poutres, le nombre des fils des poutres longitudinales que je suis obligé de calculer. Alors, la première poutre, vous avez la poutre PL1, c'est-à-dire poutre longitudinale 1. Deuxième poutre, poutre longitudinale 2. Troisième, PL3, poutre longitudinale 3. Vous avez donc PL4, PL5, PL6, PL7 et PL8. Cela revient à dire quoi? Au total, j'ai 8 fils de poutres longitudinales que je suis obligé d'évaluer. Ok? D'évaluer justement le charge et surcharge. Alors, maintenant, regardez quelques configurations de ce qu'il faut faire. Alors, à retenir que le mécanisme de rupture de la dalle donne lieu justement à des surcharges ou à des charges, ok, sur la poutre de forme trapézoïdale ou triangulaire. Je reprends. Le mécanisme de rupture donne, ok, le mécanisme de rupture de la dalle donne lieu à des charges sur la poutre de forme trapézoïdale ou triangulaire. Mais ces formes peuvent être ramenées justement à la forme uniformément répartie, c'est-à-dire rectangulaire, en multipliant justement la charge de la dalle par un coefficient de report, soit par la méthode justement de calcul de surcharge. Ok? Donc c'est vraiment simple. Cela revient à dire quoi? Regardez par exemple ici. Si vous regardez très bien la forme que nous avons ici, les différentes formes ici, vous allez voir que ce sont des formes un peu compliquées. Donc vous avez des triangles, des trapèzes, des carrés, ainsi de suite. Mais seulement il faut comprendre que dans ce mécanisme de rupture de la dalle, il faut comprendre que ça donne lieu à des charges donc sur la poutre, des formes comme je l'ai dit, trapézoïdales et triangulaires. Mais ces formes peuvent être ramenées à la forme uniformément répartie, c'est-à-dire rectangulaire, en multipliant justement la charge de la dalle par un coefficient de report, soit par la méthode de calcul de surface. Ok? Regardez quelques cas de figure qu'on peut avoir ici. Vous avez des trapèzes, des triangles, des rectangles, ainsi de suite. Voilà. Alors, maintenant, nous allons voir rapidement le surcharge de poutres longitudinales. Je vais commencer d'abord par ça. Le surcharge de poutres longitudinales. Le point 3.1, cas d'habitation. Puisque n'oubliez pas que nous avons toujours deux cas. Habitation, ainsi que de la dalle terrasse. Alors, pour l'habitation ici, la charge ultime de la dalle, le PU, qu'on avait calculé déjà au début, ok, est égal à 9763,5 newtons par mètre carré, voire le chapitre 1. Ok, donc pour comprendre ça, allez-y, donc regardez le chapitre 1, vous allez voir comment est-ce qu'on avait fait pour calculer donc cette valeur justement ultime de la dalle, le 9763,5 newtons par mètre carré. Alors, là maintenant vous avez le poids direct tombé. Déjà, ici, vous avez la base. La base de notre poutre, on a opté pour une base de 15 cm. Sa hauteur, ok, total, ça fait 40 cm. C'est-à-dire quoi? La base, l'épaisseur de la dalle, telle que prédimensionnée, on avait opté pour les 15 cm. Plus le 25 direct tombé, ça fait 40 cm. Alors, comment maintenant, moi, je vais calculer directement le poids direct tombé? Le poids direct tombé sera égal à B0 multiplié par H total, donc le HT, moins H0, multiplié par sa masse volumique. Donc, déjà ici, la base est égale à 15 cm. Donc, je vais prendre, en mètre, ça sera 0,15 mètres, que je vais multiplier par la hauteur direct tombée. Donc, ça sera le HT moins H0. Ok, H total, moins H0. Donc, l'épaisseur de la dalle, ça va rester le 0,25, multiplié par la masse volumique, 25 000 newtons. Ok, par mètre cube. Alors, étant donné que cela est déjà rempli, donc dès que je calcule, j'aurai la valeur de combien ici? Donc j'aurai 0,15
que je vais multiplier par 0,25, que je vais également multiplier par la masse volumique, le 25 000. Voilà, je trouve la valeur de 937,5 newtons par mètre. Alors, la deuxième des choses maintenant, c'est quoi? C'est d'évaluer également le poids du mur. Le poids du mur, c'est simple. L'évaluation du poids du mur, ça se fera comment? C'est juste question d'avoir le poids du mur sera égal à B, ok, de la base du mur, sur H. À ne pas confondre les H ici avec la poutre. Ça, c'est les H, la hauteur sous plancher. La hauteur sous plancher moins les HT, c'est-à-dire la hauteur de la poutre, puisque le mur n'arrive pas exactement jusque donc à toucher directement et donc la dalle, ok, mais le mur touche, ok, dorénavant justement donc la base, ok, de la poutre multiplié par sa masse volumique. Donc cela stipule que j'aurai quoi ici? Donc déjà ici j'aurai le 3, la hauteur du sous-plancher, moins la hauteur, ok, de la poutre. Donc j'aurai le 3 moins 0,40, ok, ça me donne 2,6. Le 2,6 que je vais multiplier maintenant par la base du mur, dans 0,15, ça me donne 0,39. Multiplié maintenant par la masse volumique, ok, là ça sera la masse volumique du béton non armé, donc je prends 16 000, et bien je trouve une valeur de 6240 newtons par mètre, ok. Alors maintenant nous allons calculer la charge, donc la surcharge QU, ok. Alors qu'est-ce que je fais maintenant ici? Pour le QU ici, donc j'aurai justement la surface S que je multiplie par le PU calculé déjà sur le L plus le 1,35 multiplié par le poids direct tombé. Déjà pondéré ici. Alors, pour le point A ici, étant donné que j'ai des poutres longitudinales, ok, symétriques, donc je vais travailler pour le PL1, PL1', PL8 et puis PL8'. Donc, la surface ici, le S. Comment je vais calculer la surface ici? Sachant déjà la base est de 5 mètres, ok, sachant la base est de 5 mètres, maintenant, qu'est-ce que je veux faire ici? Alors, cette hauteur est fonction justement de la poutre, hein, donc regardez la poutre PL1. Alors, si je regarde la poutre PL1 ici, vous allez voir que sa portée ici, ça fait combien? Ok, la poutre PL1 ici, ça c'est X, de l'autre côté c'est Y. Ok, donc j'aurai en réalité le P, ça va faire combien? Ça va faire dans le PY1, donc PY1, oui, PY1, donc, ou bien je peux dire PYL1, ok, donc pour cette poutre ici, la portée ici ça fait 150. Donc j'aurai les 150 que moi je vais diviser maintenant par 2. Ok, ça sera divisé par 2 puisque là, en rectangle. Ça sera 0,75. En mètres, ça fera 0,75. Donc, c'est le 0,75 que vous voyez ici. Vous voyez? C'est dans le 0,75 que vous voyez ici. Attendez, je vais vous montrer, je vais vous le montrer rapidement. Voilà, donc c'est vraiment simple, c'est pas compliqué. En fait, les calculs des structures à la main, les amis, bon, c'est vraiment un jeu d'enfant. Hein. C'est vraiment un jeu d'enfant, c'est pas compliqué. Raison pour laquelle moi je dis toujours que c'est important d'abord de maîtriser les calculs des structures à la main. Et comme ça, dès que vous allez commencer à travailler sur Robot Structural Analysis, travailler sur Acobri, travailler sur Revit Structure, travailler sur Tecla Structure, donc tout ça, ça sera vraiment un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant, vraiment un jeu d'enfant. Ok, puisque si vous maîtrisez déjà bien tout ça à la main, en tout cas, le reste là, non, n'est pas du tout compliqué. Attendez, donc là, je vais patienter, là, je patiente un tout petit peu, là. Ok. Donc, retenez seulement que la valeur que nous avons prise, donc c'est une valeur de 75 cm. Alors, étant donné que moi, je suis en train de travailler donc en mètres, donc ça fera, et donc le 0,75. Donc, je reviens ici, c'est le 0,75 que vous voyez ici, cette surface ici. Donc, maintenant, s'il faut calculer, donc ça veut dire quoi? Comment calculer maintenant la surface ici? Pour trouver la surface, je prends d'abord ma calculatrice. C'est disparu, je peux prendre ma calculatrice scientifique. Bon, je m'aimerais calculer ici pour que vous puissiez voir hein, exactement ce que je fais. Hein, parce que hier, j'avais reçu également une question
auprès d'un ami par rapport à ça. Donc, il avait demandé de calculer ensemble avec vous. Puisque quand j'utilise ma calculatrice scientifique et que vous n'avez pas la possibilité de voir ce que je fais, apparemment, c'est pas du tout intéressant. Je peux l'utiliser seulement au cas où la machine bug ou bien il y a quelque chose qui ne va pas. Alors là, je peux prendre d'abord ma calculatrice. Excusez-moi les amis. Excusez-moi, donne-moi ne fût-ce que quelques secondes. Ok, comprenez que, comme je vous avais dit, hein, donc je suis en train d'attendre une nouvelle machine. Ça, c'est une machine quasiment que c'est pas une machine principale en fait, si je peux le dire comme ça. Mais je n'ai pas de choix, comme je prends des trucs à vous partager. Alors, je me dis, donc, je peux quand même l'utiliser d'abord. Donc, là, maintenant, je vais prendre, donc, la surface, maintenant, ça sera quoi? Je prends, donc, j'aurai la portée, ok, la portée de 5 mètres, qui sera multipliée par cette hauteur de 0,75. Et donc, là, je vais prendre, comme je l'avais dit, donc, j'aurai 5 que je vais multiplier par le 0,75. Eh bien, ça me donne une valeur de 3,75 mètres carrés. Donc, 3,75 mètres carrés. OK? Alors, maintenant, je vais calculer directement la surcharge ici. Et donc, le QU. Maintenant, le QU sera égal à quoi? La formule, c'est ça. Donc, c'est cette formule que j'avais écrite déjà ici dorénavant. J'aurai seulement la surface que je vais multiplier par le PI sur L plus 1,35 multiplié par le poids des retombées. OK, c'est vraiment sympa. Donc, j'aurai quoi ici? La surface calculée. OK, donc j'aurai le 3,75. OK, que je vais multiplier par le PI, le poids. OK, donc on avait déjà évalué dans le premier chapitre de la dalle. Donc, allez-y vérifier. 9763,5. OK, ça sera maintenant, ça sera divisé. Donc, je calcule d'abord ça sur le L, la portée 5 ici, le L, voilà, j'obtiens directement cette valeur. Alors, je prends maintenant ma calculatrice scientifique. Maintenant, je vais calculer, je prends également le 1,35 que je vais multiplier par toujours le poids des retombées, 9937,5. OK. Maintenant, j'additionne ça avec le premier. Donc, je trouve une valeur de 8588,25 newtons par mètre. Donc, voilà les amis, déjà c'est ce que je voulais vous montrer concernant donc le chapitre 2. Je pense que c'est mieux d'arrêter à ce niveau puisque je refuse que la vidéo soit complètement très longue. Et donc, tout est dit. Bon, abonnez-vous déjà les amis. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme je le dis chaque fois, écrivez-moi. Au moment opportun, je vais répondre à vos multiples questions, mais aussi préoccupations. OK? Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée les amis. Au revoir.